Mais un jour, ça va péter, quoi. Il suffit qu'il y ait un Che Guevara dans le coin, je veux dire, un personnage mythique que je ne serai pas, malheureusement, parce que je suis contre la violence physique, c'est-à-dire je suis contre les bombes, les assassinats, les sangs, etc. Je suis pour le ridicule. Moi, si vous voulez casser un gouvernement, moi je le casserai par le ridicule. Comme je suis d'origine juive, beaucoup de mes parents étaient incarcérés dans des camps. Et certains sont morts, mais d'autres sont sortis, mais sont devenus fous. Ils ont perdu la raison et ils ont été mis dans des asiles psychiatriques. D'où, quand j'ai décidé de faire ma carrière de réalisateur, j'avais choisi ce sujet sur les asiles psychiatriques. Donc je cherchais en France une référence, et c'était Hervé Bazin qui me l'a donné, avec son livre « La tête contre les murs », qui était finalement son histoire. Ses parents l'avaient fait incarcérer dans un asile, ce qu'on pouvait faire à l'époque quand on avait un enfant un petit peu genre James Dean, un peu turbulent. Il y avait des familles qui le faisaient incarcérer comme fou. Donc c'est cette histoire de Gérard, du personnage principal que j'incarne dans le film, mais qui au départ devait être joué par Daniel Génin, car c'était moi qui devais faire la mise en scène. Et à l'époque, c'était pas encore la Nouvelle Vague, c'était en 58, et Truffaut n'avait pas encore fait son film, et il a même participé au scénario avec moi de La tête contre les murs, François, et modestement, donc il venait 2-3 fois, il a surtout assisté à la fin du scénario, il m'a donné quelques critiques, c'était un bon journaliste, il m'a dit, bon, ben, il y a ça, il a revisité le scénario en le lisant et en me donnant quelques conseils. Et finalement, le producteur j'avais réuni Pierre Brasseur, Paul Meurice, Anouk Aimé, qui étaient à l'époque des acteurs connus et appréciés, et j'avais débauché Charles Aznavour, qui était mon copain, et à qui je voulais donner le rôle pour lequel il a eu d'ailleurs ce qui était le correspondant d'un César à l'époque, c'était Une étoile de cristal, à l'issue de la soirée. Mais le producteur, qui était un homme d'argent, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune con, il a rien fait, il va diriger, il va chier dans ses bottes quand il va voir M. Brasseur, M. Meurice, ça va pas. Alors écoutez, voilà, on fait plus le film. Alors il avait un assistant qui était très bien et qui lui voulait faire le film. Et alors il a dit, mais la solution serait peut-être que Jean-Pierre Mocky joue le rôle principal, puisqu'il est acteur. J'avais tourné avec Antonioni, avec plein de grands metteurs en scène. On a dit, il a qu'à faire le rôle principal et il faut donner la mise en scène en prenant son scénario tel qu'il est fait. Il faut prendre quelqu'un. Alors mon assistant à l'époque, c'était Jacques Rouffio. C'était lui qui devait m'assister en tant que metteur en scène. Il était débutant. Et j'avais proposé Jacques comme metteur en scène. J'ai dit, puisque lui, il est plus âgé que moi. Et bon. Mais comme il n'avait rien fait, lui non plus, ça n'a pas marché. Alors finalement, Alain René, qui était mon ami, je lui ai dit, ben, fais-le le film. Mais lui aussi, c'était un documentaliste à l'époque. Et il n'avait pas vraiment fait un grand film. Alors ça s'est terminé avec Franju. Pourquoi Franju? Parce que Franju avait fait des films comme Le sang des bêtes, L'hôtel des invalides sur les mutilés, tout ça. Ça le prédisposait, si vous voulez, à faire un film sur les aliénés. C'était bon. Et donc j'ai pu faire engager Georges Franju après beaucoup de discussions et avec l'appui de Pierre Brasseur, qu'il aimait beaucoup, etc. Donc ça s'est bien tourné et on a fait le film. Fellini dans la Strada, Visconti dans Senso. Alors ça vient du fait qu'en 49, 50, M. Antonioni, qui avait été l'assistant de Carnet dans Les Visiteurs du Soir, et moi je tournais comme bébé, j'avais 9 ans, j'étais dans Les Visiteurs du Soir, et c'est là où j'ai connu Jules Berry, dont je suis devenu secrétaire par la suite, et Antonioni qui était l'assistant de Carnet, mais qui était tout jeune. Et ensuite, Antonioni, qui voulait faire un film qui s'appelait I Vinti sur des J3 tragiques, etc., il arrive au Conservatoire de Paris où j'étais avec Belmondo, et il me choisit pour jouer le rôle principal de son film. Et le film, qui s'appelait I Vinti, Les Vaincus, bon, je l'ai tourné, et le film a été un énorme succès en Italie, mais il a été interdit en France parce que
il racontait l'histoire de vrais jeunes qui s'étaient assassinés dans la forêt de Lagny. On les avait appelés les J3 de Melun, les J3 tragiques de Melun. Donc c'était un fait divers français et la famille s'est opposée à la sortie du film en France. Ce qui fait que ce film n'a jamais été projeté, sauf récemment à la télévision, après qu'il y ait prescription, c'est-à-dire après qu'il y ait 30 ans. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, alors, le fait d'avoir tourné avec Antonioni m'a fait tourner avec son assistant Maselli. J'ai fait un autre film avec Lucia Bosé en Italie, qui a eu un prix à Venise, et de ce coup-là, je suis resté en Italie pendant 4 ans. Et pendant les périodes où je ne tournais pas comme acteur, parce que j'ai fait plus de 10 films comme vedette là-bas, Graziella, le rôle de Lamartine, enfin plein d'autres rôles, et là, j'avais du temps disponible. Et Fellini, qui travaillait dans le studio où je travaillais, m'a dit, et m'a rencontré un jour, m'a dit, tu veux pas être assistant sur la Strada? Donc j'étais assistant sur la Strada. Après, j'étais assistant de Visconti dans Senso à Venise, etc. Voilà comment je me suis propulsé dans l'assistanat. Oui, alors la complicité, c'était que Bourvil et moi, par exemple, quand on cherchait un costume pour lui, on cherchait à lui donner un... Évidemment, moi je lui ai fait faire des trucs complètement différents. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ah merde, Et en fait, si vous voulez, André et moi, on était des frères. C'est-à-dire, c'est quelquefois, si vous voulez, il y a des choses comme ça, des gens de milieux différents arrivent à être fraternels. Et alors, la fraternité, c'est donc développé de la manière suivante. Premièrement, je suis devenu en quelque sorte son mentor. Comme j'étais plus instruit que lui, bon, moi j'avais fait des études, lui pas, donc il me demandait des choses. Je lui ai fait apprendre l'anglais. Il a donc tourné un film en anglais qui s'appelait, un film sur les vieilles voitures, mais en plus il en a fait un autre avec Henri Fonda qui s'appelait Guerre secrète. Il a tourné en anglais, donc je lui ai conseillé d'apprendre l'anglais. Deuxièmement, je lui ai fait rencontrer des grands auteurs contemporains, Raymond Queneau, qui a travaillé sur La Cité de l'Invincible Peur, et aussi Anouilh, et aussi Sartre. Organisé un dîner avec Sartre et Michel Simon, parce que Michel Simon aussi faisait partie de ces quatre-là, de Gabin, Fernandel Bourvil, et à côté j'avais Jules Berry, qui était mort malheureusement à cette époque-là, dont j'étais secrétaire, et Eric von Schorheim, dont j'étais également secrétaire. Donc si vous voulez, j'ai connu et j'ai même connu Rému, où j'ai figuré dans un film. Il m'aimait bien aussi, Rému, mais c'était en 1946, j'étais très jeune, j'avais 13 ans, et je faisais de la figuration dans l'enterrement, la scène de l'enterrement de L'homme au chapeau rond, film tiré de Dostoïevski, qui avait tourné, parce que lui aussi, Rému, il tournait du Dostoïevski, c'est-à-dire que Rému n'était pas un con, comme on a pu le croire. Il faisait partie de cette génération, Fernandel, Bourvil, Gabin. Ces gens-là, c'était des gens, des autodidactes, des gens qui n'avaient pas fait d'études, mais qui aspiraient à devenir, à s'informer. C'est un peu le coup des gens qui font des cours du soir dans d'autres professions. Vous voyez, c'est des gens qui ne veulent pas rester au stade où ils sont, ils veulent aller plus loin. Et tous ces gens, c'est ça qui les caractérise. Donc, mon pauvre Bourvil, nous, en dehors du tournage, on se voyait. C'est-à-dire, on se donnait rendez-vous, on allait au match, on allait faire du footing, on allait faire du vélo. Et puis, on avait aussi une vieille tradition qu'on a gardée pendant toute la période où je l'ai connu, entre 63 et 70. C'est moi qui l'ai présenté à Melville et pour le cercle. Enfin, on est devenus tellement copains que 3 jours avant sa mort, il est monté sur la Tour Eiffel, il était mourant et il m'a rendu hommage dans une émission que Drucker a diffusée il n'y a pas longtemps. Et il dit, Mocky, moi je l'aime, c'est mon frère, et il me fait faire des films que personne ne me fait faire. Enfin, il m'a balancé des fleurs. Et ça a prouvé simplement que 3 jours avant sa mort, j'étais encore avec lui. Et le jour de sa mort,
c'est moi qui l'ai enterré, en quelque sorte, parce que c'est moi qui ai fermé le cercueil, parce que personne, la famille était catastrophée, Michel Morgan ne voulait pas le faire, Gérard Houry non plus, et finalement, c'est moi qui, dans la chambre mortuaire, avec les croque-morts, ai fermé ce cercueil. Donc, qui ai vu pour la dernière fois mon ami couché dans cette espèce de cercueil avec un peu de blanc, comme ça, des fanfreluches blanches autour. Le cercueil était tapissé de blanc. Voilà, alors pour moi c'était une perte plus que considérable. En dehors parce qu'on riait tout le temps, on s'installait dans un café et on regardait passer les gens. Et là il disait, tiens celui-là, je m'avais m'habillé comme ça dans le film. Et puis voilà, il voyait un type qui avait un tic, qui sautillait. Alors c'est pour ça que dans le film, là, il sautille. Parce qu'il a vu un gars comme ça dans la rue avec moi, quand on était assis dans un café. On était généralement dissimulés derrière quelque chose, un rideau, parce que, comme il était très connu, évidemment, on ne pouvait pas se mettre en plein dans la rue et regarder les gens, mais on les observait. Et cette amitié, si vous voulez, ça a été la plus belle de ma vie, parce que je n'ai plus jamais rencontrer ce genre d'amitié, parce que j'ai eu un début d'amitié comme ça avec Jacques Villeray, qui était un type formidable. Malheureusement, je l'ai connu très peu de temps, puisque j'ai tourné avec lui en 2003, il est mort en 2004, en 2005. Donc, vous voyez, ça a été très bref. Mais j'ai eu la même amitié avec... Enfin, pas aussi, peut-être, elle n'était pas aussi dense, puisque je l'ai connu beaucoup moins de temps, mais Villeray, ça a été aussi un grand truc. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces gens-là sont morts très jeunes. 53 ans. Pour Bourvil, 53 ans pour Villeray. Et 53 ans pour mon amie Blanche. J'ai eu une carrière tout à fait normale, la carrière de Lautner ou de Molinaro ou de je sais pas qui, de Gérard Houry. Mais si vous voulez, pourquoi? Parce que j'étais payé très cher à cause du succès des dragueurs. Mais il ne faut pas oublier que toute ma vie, même j'ai dû recommencer à zéro. C'est-à-dire c'est rare, parce que vous voyez aujourd'hui Dujardin, par exemple, pour citer ces gars-là, ou Ozon, ou je sais pas qui, ne recommence pas. Ils continuent. Ils n'ont pas des plages de désert, des traversées du désert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fait La tête contre les murs, je n'ai pas été réalisateur. Le film s'est cassé la gueule sur le plan commercial, car une histoire sur les fous, ça faisait peur. On n'en était pas aux machins, là, aux insomnies, pas aux insomniaires, aux incurables, aux trucs, comment on les appelle, le film là un film sur des malades ou sur des handicapés ne pouvait pas faire de recettes. À l'époque, c'était pas ça la recette. La recette, c'était Gabin, c'était dans le Maigret, c'était Fernandel dans Don Camillo, c'était pas du tout ça. Alors nous, on est passé à côté avec le film, qui par la suite est devenu un film culte et un film qui est diffusé depuis 50 ans dans toutes les univers, partout il est diffusé chaque fois qu'il y a un congrès de psychiatrie. Mais quand Les Dragueurs ont été finis, personne n'en voulait. Quand Solo a été fini, personne n'en voulait. Quand La Cité d'Invincible Peur a été fini, personne n'en voulait. Quand Le Furet était fini, personne n'en voulait. Quand Alliance Cherchoto a été fini, personne n'en voulait. C'est-à-dire que ma carrière, il n'y a que La Grande Lessive, où vraiment, alors il y a eu un grand procès parce que le film a été un énorme succès, mais on l'a retiré de l'affiche pour le remettre. Enfin, des trucs extraordinaires. Et il n'y a qu'à moi que c'est arrivé, ça. C'est-à-dire que cette carrière, si vous voulez, à chaque fois, j'étais obligé de recommencer. Succès avec Les Dragueurs. Les Dragueurs, il est sorti dans une seule salle aux Champs-Élysées. C'est extraordinaire. Mais à l'époque, il y avait des grands producteurs juifs, Siritsky, Deutschmeister, Diamant Berger, qui ont été des pionniers. C'est-à-dire, c'était des gens qui prenaient des metteurs en scène comme moi, jeunes, pleins d'avenir, et qui les propulsaient. Alors aujourd'hui, les fils de tous ces gens, ils sont aussi juifs que leur père, mais ils sont devenus prudents. Et ils ne font pas un film s'il n'y a pas la télé, s'il n'y a pas un distributeur, s'il n'y a pas plein de choses qui les sécurisent. Alors qu'à l'époque, les autres, les pionniers juifs de l'époque, qui étaient des gens sortis des ghettos, qui avaient été persécutés, ils n'avaient rien à perdre. Ils avaient un goût du risque extraordinaire,
qui en Amérique s'est traduit par des réussites formidables. Et ce qui s'est passé, c'est que leurs descendants sont rentrés dans la norme de tout le monde, de n'importe qui, et n'ont pas eu comme ils n'ont pas connu les camps, ils n'ont pas connu ça, ils ont été moins stressés, si vous voulez, et donc ils sont devenus plus casaniers, plus normaux. Ils ont rejoint les producteurs ariens, prudents comme... Vous voyez. Alors, ce qui fait que moi, j'ai subi ce choc, c'est-à-dire j'ai perdu tous ces producteurs qui m'ont fait ma gloire, c'est-à-dire Le Drôle de Paroissien, La Grande Lessive, tous les films que j'ai faits, Les Vierges, tout ça, j'ai perdu. Et alors, à partir d'un certain moment, et surtout à partir des années 87, 88, jusque-là, ça a bien marché. J'ai fait Agent Trouble, Les Saisons du Plaisir, À mort l'arbitre, qui a tiré forcé dans la salle, L'Ibis Rouge, etc. Ça a été des succès, Les Talons. Enfin bon, il y a eu énormément de succès. L'Albatros, Solo. Mais à chaque fois, si vous voulez, j'ai dû recommencer à me battre et à prendre ma place. Alors, j'ai acquis comme ça une notoriété, tout en n'étant pas, si vous voulez, Lautner ou Houry. J'ai pas fait La Grande Vadrouille. J'ai pas fait Les Tontons Flingueurs, donc ça veut dire que j'étais derrière tout en étant équivalent, si vous voulez. Et quand les années 88 sont arrivées, Mitterrand est arrivé, j'ai eu la connerie de faire un film qui s'appelait Une nuit à l'Assemblée nationale. Alors le problème de ce film, c'est que pour moi c'était comédie, tiré des Marx Brothers que j'adorais, donc ils avaient fait Une nuit à l'Opéra, moi j'ai fait Une nuit à l'Assemblée nationale. Et alors là, j'ai fait cette scène qui a défrayé la chronique. J'ai mis 450 nudistes dans l'Assemblée, que j'avais reconstitué dans un hangar. Et c'était des nudistes de Villecreine, des camps de nudistes. Et j'ai fait un rêve de Michel Blanc, qui était un député nudiste, qui était baladé avec sa quiquette à l'air. Et ça, si vous voulez, ça a marqué en quelque sorte ma traversée du désert. De ce jour-là, le gouvernement, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, a dit ce con-là, il s'est foutu de l'Assemblée nationale. Et ils m'ont barré. Ce qui m'a amené à faire des déclarations tonitruantes à la télévision, car je n'avais plus rien à perdre. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment cassé la baraque à la télé. Quand je faisais une émission de télé chez Drucker ou même chez l'autre, là, chez Ruquier, l'indice d'écoute était énorme. Quand j'arrivais, l'indice montait. Donc ça veut dire que je représentais pour les spectateurs un espèce de tribun et qui les représentait, puisque je disais des choses qu'ils voulaient dire, enfin, la fameuse phrase il dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Alors, finalement, j'ai acquis cette notoriété à la télé, c'est-à-dire je suis très très connu dans la rue à cause de mes interventions à la télé, plus que pour les productions que j'ai faites de 95 à aujourd'hui. Donc, depuis, vous me parlez du système Mocky, donc j'ai été obligé de m'adapter au système. Et contrairement à Orson Welles, dont j'ai connu les derniers jours, ou Fellini, dont j'ai connu les derniers jours, ou Tati, dont j'ai connu les derniers jours, qui sont tombés dans la déchéance la plus totale, plus personne ne voulait travailler avec eux. Carnet et Auberneuil, de la même façon, ont été abandonnés comme des pauvres cons. Et ça, c'est un scandale. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire de films sans argent. Il leur fallait l'argent qu'ils avaient eu au moment où ils étaient connus. Et ils n'arrivaient pas, si vous voulez, à se structurer comme moi. Tandis que moi, comme une petite fourmi, si vous voulez, j'ai pu diminuer mes budgets, jouer avec moi-même, c'est-à-dire jouer dans les films moi-même sans me payer, bien sûr, et aussi attirer toute une série de comédiens qui étaient fascinés par ma carrière et par le fait que j'avais travaillé avec Michel Simon, Bourvil, etc., et qui venaient chez moi gratuitement, pratiquement. Ce qui fait que mes budgets sont devenus ridicules. C'est des budgets qui tournaient autour de 300 000 €, alors qu'un film normal aujourd'hui, c'est 2 millions d'euros. Et finalement, avec la vente, j'ai racheté mes vieux films, parce que les gens, ils étaient vieux, les producteurs, ils ne travaillaient plus, ils m'ont vendu les parts que j'avais, qui je n'avais pas, du moins. Et grâce à ce vieux stock de films que je vends à la télé, je retrouve une trésorerie qui me permet, ça s'appelle faire du neuf avec du vieux. Je suis actuellement en train de lutter psychologiquement et intellectuellement contre une série de films où on s'attaque aux handicapés, aux camps de concentration. On fait des films sur l'amour, les gens à la maladie d'Alzheimer en train de mourir, ce film Amour qui vient d'être...
Mais, si vous voulez, je suis contre ces films-là. Donc, pourquoi? Parce que c'est appeler, si vous voulez, à la pitié des gens, les obliger à aller voir les films parce qu'il faut les voir, tout le monde a une grand-mère qui est malade ou un grand-père. Et je trouve que c'est un racolage. C'est du racolage. Et je ne suis pas racoleur. Je ne veux pas, si vous voulez, brosser le poil du public et essayer. Et je veux pas. Je trouve du cinéma putain. Putain parce que je crois qu'il faut faire des films sur la maladie d'Alzheimer, sur l'euthanasie, sur les cancers. Mais on ne peut pas en faire un commerce. On ne peut pas faire un film sur les camps de concentration et après voir un type aller au guichet, toucher l'argent et ne pas le donner à ceux dont il parle. Donc ça, c'est quelque chose qui me révolte. Donc tous les confrères qui fabriquent ça, je les aime pas. Non pas que je leur dénie un talent de réalisateur, je dis pas c'est des connards, de la merde, ils se font des mauvais films, je dis pas ça moi. Je dis que ce sont des metteurs en scène qui ont autant de qualité que je peux en avoir, c'est pas du tout une question de déprécier ces réalisateurs en tant que réalisateurs, mais ce travail, si vous voulez, de prendre le public en traître, en lui disant tu vas voir ce film-là, tu vas lui donner le prix parce qu'on parle des cancers, parce qu'on parle du cancer, parce qu'on parle des aveugles, parce qu'on parle... Ça, je ne peux pas supporter. Je préfère qu'on fasse des films sur les SDF, sur les gens qui se suicident à la poste, des choses comme ça, parce que ça, ce sont des phénomènes de société. Tandis qu'un type qui a un cancer, malheureusement, ça existe depuis... Et on ne solutionnera pas ça en faisant un film. Sinon, d'apitoyer les gens dessus. Et cette forme d'apitoiement, d'abord, c'est dépressif pour le cinéma, parce qu'un type qui va aller voir Amour, où il y a une vieille dame qui meurt, avec un monsieur, qu'est-ce qu'il voulait? Il va sortir, il va se tirer une balle dans la tête. Enfin, je ne dis pas qu'il va le faire effectivement, mais il ne va pas sortir. C'est des films, si vous voulez, qui sont... je les trouve putes, ces films. Si vous voulez, ce qui manque, si vous voulez, c'est dans la presse, si vous voulez, parce que quand je fais La seule n'a pas de poche, j'avais créé un journal dans le film, qui était un journal qui n'avait pas de publicité, donc qui était absolument indépendant. Et c'est un peu votre cas, puisque vous vivez de votre site, mais vous n'en êtes pas, vous louez pas, vous n'êtes pas à la merci de desiderata de commerçants qui vous disent « parlez pas de ça, parlez pas de ci », vous êtes libre. Mais malheureusement, les journaux ne le sont pas. Ils peuvent pas, s'il y a un annonceur que j'ai attaqué, ils vont pas défendre mon film, vous voyez. Donc, si vous voulez, il y a... Et puis alors, la critique aujourd'hui, c'est plus du tout la même que dans le temps. Dans le temps, la critique, c'était des gens bien. Des gens intelligents, des gens qui avaient le droit de critiquer. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis qu'on peut critiquer, on a le droit de critiquer si on est quelqu'un. Quelqu'un qui peut critiquer, mais un imbécile qui vous critique, c'est complètement idiot. Ça casse tout. Si vous avez des jeunes imbéciles qui, pour faire de l'esprit, vont vous démolir un type. Pas forcément moi, mais d'autres. Pour faire de l'esprit ou auprès de leurs petites amies ou de leurs petits amis s'ils sont homosexuels. Donc si vous voulez, ils vont dire tiens, je vais descendre monsieur un tel, ça va m'amuser. Et comme dans les journaux, le cinéma n'occupe pas une place prépondérante et que tous ces jeunes journalistes critiques se complaisent dans une espèce de comédie dans le genre des précieuses ridicules, ce sont d'horribles snobinards, un télo dans le mauvais sens du terme, et qui touche à peu près le correspondant de 45 € pour faire un article. Ils peuvent même pas se payer une place d'opéra avec leur critique. Je veux dire, c'est ce qui fait que ces gens-là, si vous voulez, n'ont pas c'est pas Serge Danet, c'est pas des gens comme ça, c'est pas des grands critiques. Et quand on remonte aux années 37, on voit que les critiques, c'était des grands personnages, c'était des grands auteurs. C'était des gens qui pouvaient critiquer parce qu'ils avaient fait quelque chose. Aujourd'hui, le problème, c'est que les critiques n'ont rien fait. Alors, ils critiquent sur quelle base? Je veux dire, à la limite, ça pourrait être un poissonnier qui fait une critique. Je veux dire, ils n'ont pas plus de connaissances qu'un poissonnier du cinéma, quelquefois. Moi, j'ai parlé avec un critique qui ne connaissait pas Fritz Lang.
Alors je ne comprends pas comment un critique de cinéma. Voilà.